Merci infiniment. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, je vais vous présenter ma thèse qui s'intitule « Le cycle de l'information et l'intelligence économique à la lumière du Web 2.0 » est une thèse en sciences de l'information et de la communication en vue de l'obtention d'un doctorat dans cette discipline. Cette thèse a été effectuée dans 2 laboratoires. Le laboratoire I3M, qui est un laboratoire avec des murs, et le laboratoire VLab4U, qui est un laboratoire sans murs. Toute thèse commence par un questionnement originel. Le mien était: comment le Web 2.0 impacte-t-il sur le cycle informationnel en intelligence économique? Quelles méthodes et outils pourraient permettre de bien gérer ce cycle informationnel transformé, et ce au travers de ses différentes étapes? Il faut en premier lieu que je vous explique des concepts clés, celui d'intelligence économique notamment, que beaucoup de personnes ont défini. J'ai choisi pour ma part une définition qui a été énoncée par mon directeur de thèse, qui consiste à donner la bonne information de la bonne manière, au bon moment, à la bonne personne, afin qu'elle prenne la bonne décision. J'ai choisi cette définition parce qu'elle n'est pas situationnelle. Donc l'argument unique de cette définition et issu de mon directeur de thèse ne tient pas. Le deuxième point que je dois expliciter, c'est le Web 2.0. Le Web 2.0, c'est ce qu'on appelle le writable web, le web inscriptible. C'est-à-dire que tout le monde est émetteur. Il s'agit d'un changement de paradigme parce que avant le Web 2.0, on avait la communication any to many, c'est-à-dire peu d'émetteurs et beaucoup de récepteurs, les mass médias, la télévision, la radio. Nous avions le any to any, le 1 à 1, le téléphone, le mail. Et puis nous avons le many to many, le Web 2.0. Tout le monde vers tout le monde. Chacun peut émettre de l'information, visible potentiellement à l'échelle mondiale. C'est un changement de paradigme. Et puis le troisième point que je dois expliciter, qui constitue le pivot de ma thèse, c'est le cycle d'information en intelligence économique. Vous avez un schéma qui illustre ce cycle, qui est composé de 5 étapes. Le but de ce cycle, c'est en finalité d'aider à la prise de décision. Et il commence par la planification, et puis une collecte d'informations qui sont brutes. Ces informations, ensuite, il faut les traiter pour pouvoir les analyser. Et généralement, ces informations, on les diffuse auprès des collaborateurs dans l'entreprise, dans l'entité ou auprès de personnes extérieures, potentiellement dans le monde entier avec le Web 2.0. Ma thèse se compose de 5 chapitres. Le premier est intitulé « Les choix méthodologiques de l'étude ». J'y expose les choix que j'ai faits pour mon travail. Et vous le voyez, j'ai un schéma qui est composé de mots. C'est une arborescence avec des mots. En fait, cet arbre, vous le retrouverez dans chacune des 5 parties sur lesquelles je vais m'exprimer. Et en fait, ces mots, plus leur couleur tend vers le rouge, plus leur fonte est importante, plus ils ont été utilisés dans le chapitre correspondant. Ça permet d'avoir une vision globale des sujets que j'ai abordés, chapitre par chapitre. Concernant ma méthodologie, globalement, je pourrais dire que j'ai opté pour la méthode, avec un A privatif. C'est une idée d'Edgar Morin, en tout cas il l'a explicité en 1977. Edgar Morin nous dit qu'il serait préférable de ne pas établir des certitudes préalables et de faire surgir la méthode en Minerve armée de pied en cap.
Aïe, aïe, j'ai fait la bêtise. C'est classique chez moi, mais la mise à point n'était pas parfaite. Monsieur le Président, je vous demande de vous expliquer tout ça. Et pour illustrer ce concept, j'ai choisi deux exemples. Vous avez deux schémas ici. À gauche, on pourrait concevoir qu'il s'agit d'une coupe sagittale d'un canal informatique, par exemple d'un câble réseau. On peut imaginer que nous avons une entité A qui veut communiquer une quantité d'informations à une entité B. Le canal de transmission a un débit maximum. On a des informations utiles que l'on souhaite transmettre. Ces informations, elles sont englobées par des couches de données qui vont servir à normaliser cette information, c'est-à-dire empêcher qu'il y ait des bugs tout simplement, ou empêcher qu'il y ait par exemple des attaques qui viennent de l'extérieur. Plus cette couche de sécurisation, de normalisation, elle sera importante, moins la couche de débit utile, enfin moins le débit utile de données sera important. Ce qui fait que l'information mettra d'autant plus de temps à être transmise de A vers B. La deuxième illustration que je pourrais faire, c'est la modélisation d'un environnement de travail normalisé. C'est le schéma que vous avez là. J'ai pris un exemple en partant du monde informatique. Dans le monde informatique, on a ce qu'on appelle le développement agile, c'est-à-dire opter pour un formalisme moindre qui pourrait être tout aussi efficace. En développement informatique, on avait des méthodes qui avaient été faites par l'OTAN. Et puis des recherches ont été faites pour trouver des méthodologies un peu plus légères. On les appelle des méthodes agiles. On s'est aperçu qu'on pouvait écrémer toute la formalisation. Les réunions, par exemple, dans le monde physique, on peut s'en passer. Les cahiers des charges n'est pas forcément nécessaire. Et comme ça, on arrive à alléger la normalisation. C'est ce qu'a fait Google et Lockheed Martin en optant pour les méthodes agiles en développement. Et on peut l'adapter évidemment à d'autres modèles, notamment une thèse. C'est ce que j'ai fait. Et en méthodes agiles, j'ai par exemple utilisé des outils comme Skype, qui m'a permis de ne pas me déplacer. Ça me pose quelques difficultés de me déplacer, puis mon directeur de thèse n'habite pas dans ma ville. Donc pour discuter ensemble, nous aurions eu des difficultés à nous en tenir à des réunions uniquement formelles, physiques. Donc nous avons opté pour des méthodes agiles, pour notamment l'outil Skype, qui nous permettait de discuter à n'importe quelles heures de manière informelle, et le travail avançait d'autant plus vite. Voilà en ce qui concerne la méthode. Le deuxième chapitre de ma thèse touchait à la diffusion d'informations. La diffusion d'informations 2.0. Celle de tout le monde vers tout le monde. Et pour vous expliquer la diffusion d'informations, je dois vous expliquer comment on est arrivé au Web 2.0. Le Web 2.0, c'est l'aboutissement d'un cheminement. Ce cheminement, c'est l'accélération de l'information. Dans les années 1940, on a eu les premiers chemins automatisés de l'information. C'était les centraux d'appel électronique. C'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin d'une opératrice pour brancher un câble dans un trou quand quelqu'un voulait téléphoner à quelqu'un d'autre. C'était les premiers chemins automatisés d'information. Et c'est ce qui constitue pour le professeur Paul Ras la révolution connectique, le début de la révolution connectique. Et puis en 1962, on a un certain Lick Leader qui fait des expérimentations au sein du MIT pour le DARPA. Ce sont les prémices d'Internet. Ensuite, le point notable, c'est la naissance de la distribution BSD, qui veut dire Berkeley Software Distribution. C'est un système d'exploitation de type Unix qui est conçu par l'université de Berkeley, qui embarque un protocole de transmission de données qui permet d'automatiser, là encore, l'acheminement de l'information d'une entité sur un réseau à une autre. C'est en 1977. En 1986, naît l'IETF. À l'époque, c'est une agence gouvernementale états-unienne. Elle est chargée de
normaliser Internet, de statuer sur les normes et de les améliorer. Et puis dans les années 90, cette UETF va passer en non gouvernemental. Ce qui fait que n'importe qui dans le monde peut participer à l'élaboration des normes, les améliorer sans déjà être rémunéré, sans faire partie d'un club. Tout le monde est le bienvenu. C'est une forme d'élicitation d'experts depuis l'Agora. L'élicitation, c'est l'art de faire parler un expert. Depuis l'Agora, parce que c'est depuis le monde entier. Donc toutes les normes Internet, réseau en tout cas, qui permettent une circulation, une robustesse de l'information au niveau mondial, elles sont issues de cette organisation. Et puis le dernier point, c'est en 2004, la naissance du Web 2.0, qui est définie par Tim O'Reilly. C'est le Writable Web et le paradigme du many-to-many. L'information circule rapidement. On le voit de nos jours avec des outils comme Twitter. C'est l'aboutissement ultime de la révolution connectique. Les points clés du chapitre 2 de la diffusion d'informations 2.0, donc, c'est l'utilité du SEO. Le SEO, voulant dire en anglais Search Engine Optimization, en français c'est le référencement Internet. Donc j'ai parlé de l'utilité du SEO et puis des biais de l'affichage vertical, parce que tous les moteurs de recherche, que ce soit Google ou que ce soit les moteurs internes à des sites web, ils présentent les résultats de recherche de manière verticale, ce qui engendre beaucoup de biais. J'en parle extensivement dans ma thèse. Relativement à cette discipline, j'ai effectué plusieurs expériences. Une qui s'appelle Black Hatitude, qui était un concours de référencement organisé à l'échelle francophone, qui mettait en concurrence les meilleurs référenceurs web. Un concours que j'ai gagné donc, qui m'a permis d'obtenir certains résultats, notamment des scores sur une échelle de notation Google qui va de 0 à 10, des scores qu'on n'est pas censé obtenir en si peu de temps. La deuxième expérience que j'ai réalisée, elle s'intitule Competitive Intelligence. Elle avait pour but d'étudier la pérennité des méthodes dites Black Hat. Cette expérience, elle consistait à référencer le site web de mon directeur de thèse sur le terme Competitive Intelligence parmi 5 millions de pages. Au début de l'expérience, le site web était dans les abysses pour ce terme de recherche. Au bout de 15 jours, il a émergé dans les 10 à 20 premiers résultats sur une dizaine de Google au niveau mondial. Et les résultats sont pérennes depuis 2 ou 3 ans. L'autre point majeur de ce chapitre, c'est celui de la stigmergie, qui est un concept énoncé par Pierre-Paul Grasset, qui est un autre entomologiste, concept énoncé dès 1957, qui concerne les fourmis, les termites, qui concerne, maintenant on s'en aperçoit, l'être humain aussi. La stigmergie, c'est l'émergence, c'est le travail auto-organisé. Ce sont des systèmes autopoïétiques. C'est la grande résultante du Web 2.0. J'ai aussi évoqué le terme de hacker. Le terme de hacker, dans la presse française, c'est un pirate. Pour certains philosophes, le terme de hacker, c'est un passionné. P.K. Immanuel nous dit qu'on peut être un hacker en cordonnerie ou en jardinage. Toute personne qui est passionnée, en fait, est un hacker. Et puis l'éthique des hackers, c'est que l'information devrait être libre et gratuite. C'est ce que prône P.K. Immanuel, c'est ce que prône aussi Richard Matthew Stallman. Sur cette diapositive, vous voyez les résultats de la première expérience dont je vous parlais. C'est le concours de référencement que j'évoquais, qui s'appelle Black Hatitude. Les participants ont pour coutume de ne pas utiliser leur vrai nom. Donc mon nom ne figure pas. Cette diapositive-ci, elle
elle illustre l'expérience Competitive Intelligence au sujet du site web de mon directeur de thèse, avec des positions que j'ai obtenues en très peu de temps, qui sont pérennes. Le troisième chapitre de ma thèse concernait l'analyse d'informations 2.0. Un utilisateur d'Internet, typiquement, la majorité, sans parler des personnes atteintes de cécité, les utilisateurs d'Internet utilisent leurs yeux pour lire. Ils regardent des écrans. Avec le Web 2.0, tout le monde est émetteur. L'information est d'autant plus pléthorique. Donc il faut trouver des systèmes pour organiser cette information, pour faire en sorte qu'on puisse s'y retrouver. Ça passe notamment par une organisation graphique. Donc les points clés de l'analyse d'information 2.0, c'est déjà que le Web 2.0 permet la création d'interfaces riches. L'utilisateur peut interagir avec l'interface, faire des réglages, et puis on peut comme ça permettre à l'utilisateur d'être en présence d'une interface qui visuellement est riche. Le deuxième point que j'abordais, c'est l'infovis. L'infovis, c'est une discipline, c'est un terme anglais qui veut dire Information Visualization. Et le troisième point que j'abordais, c'est les systèmes de cartographie, parce que nous avons une expérience en matière de représentation de l'information, avant même la naissance d'Internet. La cartographie thématique, celle qu'on utilise dans les livres ou sur les cartes routières. La cartographie heuristique, ce sont les mind maps, les cartes mentales, qui sont utilisées en knowledge management, qui sont utilisées dans certains systèmes scolaires. Et puis la gestalt psychologie, la psychologie de la forme. Et j'ai là encore effectué des expériences qui consistaient en la construction de prototypes. La première étant la construction d'un prototype d'outil de mâchage visuel sous forme de tree map. Ça demande explication. Donc pourquoi mâchage ? Parce que certains sites aujourd'hui sont dits de mashup. Ils ont juste pour fonction de prendre de l'information qui viennent depuis d'autres sites et puis d'en créer un compendium visuel, parce qu'il s'agissait de ne pas représenter l'information de manière verticale comme le font la plupart des moteurs de recherche. Ce type de présentation est sujet à beaucoup de biais sous forme de tree map, parce que c'est un algorithme qui est connu pour permettre un certain confort de visualisation de l'information. Et en plus, il a l'avantage de tirer parti de la totalité d'un écran. La seconde expérience que j'ai réalisée en ce qui concerne l'analyse d'information, c'était la construction d'un prototype d'outil d'analyse automatique d'interconnexion de sites web. Typiquement, on peut imaginer qu'on a un collège visible dans la vraie vie. Et puis, nous souhaitons savoir si les membres de ce collège visible, leurs sites web respectifs, ils sont interconnectés ou non, fortement ou non. Parce que l'interconnexion des sites web permet une meilleure visibilité. Et un manque d'interconnexion, eh bien, c'est le fait de louper un potentiel important de visibilité. Donc nous avons élaboré un outil qui permet d'avoir une vision globale d'une structure réticulaire de membres d'un collège visible. Sur cette diapositive, vous avez une illustration du dernier outil que je viens d'évoquer. Typiquement, c'est l'analyse d'un réseau d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Pôle Sud-Image. On voit qu'on a un réseau en étoile. Donc on a un annuaire qui recense tous les membres. Tous les membres sont bien liés à cet annuaire, et puis on s'aperçoit que les membres, en fait, entre eux, ils n'ont pas vraiment d'interconnexion.
Ce schéma me permet de vous expliquer un peu le concept de la Gestalt, qui part du principe que des points qui sont proches vont être analysés de manière préattentive par l'utilisateur comme étant un groupe. Préattentif, ça veut dire préalablement à la volonté d'analyser. Le 4e chapitre de ma thèse concernait la collecte de données. Nous avons des informations pléthoriques, nous avons des informations qui peuvent être dans des bases de données formellement organisées, donc, et des informations qui ne sont pas formellement organisées, qui sont dans de l'hypermédia, dans des pages web qui sont conçues pour être agréables à l'utilisateur. Donc on a de l'information pertinente que nous souhaitons récupérer parmi de l'information non pertinente qui est l'information qui sert à coder l'interface de sources diverses. L'un des enjeux, c'est de récupérer de l'information de manière automatisée à travers différents supports. Le deuxième point de ce chapitre, c'était la stratégie de rétention, qui est en opposition avec la stratégie de localisation. La stratégie de rétention, c'est notamment un mal français. Pas que français, mais bien connu en intelligence économique, comme étant un mal français des entreprises françaises. Les entreprises françaises ont en effet tendance à retenir leur information en ayant une vision un peu d'espionnage, alors que sur le web, pour être visible, eh bien, il faut donner de l'information. Et justement, on a une stratégie qui s'appelle la localisation, c'est-à-dire d'émettre de l'information globalement, et puis de faire en sorte que cette information puisse faire sens pour l'utilisateur en fonction de certains critères. Ça peut être la langue. Donc, si on a un site web traduit par exemple en 40 langues et que l'utilisateur peut trouver l'information dans sa langue, cette information fera sens pour lui et il sera potentiellement un vecteur de transport de cette information. Le 4e point clé de ce chapitre concernait le social bookmarking et les biblios. Le social bookmarking, c'est le principe des utilisateurs qui vont apposer des étiquettes, des labels, des tags sur des ressources web. De là, on obtient des arborescences, des classements, des ontologies qui sont autopoïétiques. Elles sont construites toutes seules. Personne ne... C'est bientôt fini. Personne ne gère la construction de ces arborescences. Et elles sont donc construites automatiquement. Et puis le concept de biblion, il a été énoncé par Paul Hoteley en 1934. Paul Hoteley est un bibliologue et il nous explique que tous les documents doivent être considérés. On ne doit pas déconsidérer un document parce qu'il n'a pas été imprimé dans un beau livre. Cette problématique, elle rejoint la problématique du Web 2.0 parce que maintenant tout le monde peut émettre de la donnée. On n'est plus dans le principe de l'Internet militaire et universitaire états-unien du départ. N'importe qui peut émettre des données et ce n'importe qui, ça peut être par exemple un professeur des universités qui a un site web avec un blog qui pourrait rebuter des scientifiques qui sont habitués à piocher des données uniquement dans de la base de données. Le dernier point de ce chapitre concernait l'opportunité des données ouvertes. Les données ouvertes, ça rejoint l'éthique des hackers que j'évoquais dans l'une des premières diapositives. L'éthique des hackers qui dit que l'information devrait être libre, ça veut dire redistribuable gratuitement, sans entrave. L'Union européenne table sur les données ouvertes actuellement et propose aux divers pays la composant d'avoir une stratégie de données ouvertes, c'est-à-dire de fournir à tout le monde des données. Et puis on s'attend à ce que tout le monde traite ces données et en fasse quelque chose. Et l'Union européenne s'attend à un dégagement de chiffre d'affaires supérieur à 27 milliards d'euros.
Donc l'Union européenne se met, sans le savoir, à adopter une posture qui est proche de l'éthique des hackers. Le dernier chapitre de ma thèse concernait le traitement des données 2.0. J'ai évoqué l'illicitation d'experts, notamment dans les premières slides de cette présentation. L'IETF, organisme qui a fondé techniquement l'Internet, fonctionne sur l'illicitation d'experts. Et aujourd'hui, ça marche très bien grâce au concept de Web 2.0, de collaboratif. On a des systèmes qui s'élaborent tout seuls, avec des experts qui viennent d'un peu partout, notamment Wikipédia, notamment des logiciels open source, tels que Firefox, tels que tous les systèmes Unix, qui sont des produits de facture qu'on peut considérer honnêtes. Et puis il y a le point de l'organisation adocratique. Tous ces systèmes d'élicitation d'experts, ils ne sont pas webériens, ils ne sont pas hiérarchisés, ils sont auto-organisés. C'est l'un des points, on peut considérer que c'est l'un des points de leur succès. Le deuxième point que j'ai abordé dans ce chapitre, c'était les biais de l'évaluation, notamment avec Wikipédia. Parce que Wikipédia, c'est une encyclopédie qui est numérique, elle concurrence les encyclopédies papier. Il n'y a pas de consensus disant que Wikipédia serait une encyclopédie de plus mauvaise facture que Encyclopædia Britannica. Par contre, il y a plutôt un consensus disant que cette encyclopédie aurait une qualité à peu près égale à l'encyclopédie papier que je viens de citer. Et puis nous avons des scientifiques qui vont écrire des articles étudiant Wikipédia et sa qualité. Ces scientifiques, ils sont par extension des gardiens de la science. Ce sont des experts de la science papier, telle que les scientifiques la connaissent. On publie, on est dans le monde du papier. Et donc se pose la question mais qui va surveiller les surveillants? Parce que les scientifiques sont les gardiens de la science. Donc on peut se poser la question de est-ce qu'ils ont un parti pris? Et je vais passer à la conclusion. L'orientation de ma recherche, c'était de la recherche-action. La recherche-action, elle a ses limites. J'ai notamment conçu des prototypes qui sont encore aujourd'hui au stade de prototype, qui nécessitent d'être améliorés, d'être testés. J'ai évoqué certains concepts qui nécessitent une étude approfondie à eux seuls, notamment la stigmergie. On la connaît depuis un certain temps chez les insectes. C'est nouveau chez les êtres humains. Certaines personnes ont fait des études dessus. C'est un concept qui est vaste et qui pèse sur le Web 2.0. Au cours de ma thèse, j'ai démontré l'efficacité de l'active SEO 2.0, ce qu'on appelle le Black Hat SEO, qui est dénigré. Un dernier point de cette conclusion, je voudrais dire que le cycle d'information, classiquement, il prend un style weberien. À la lumière du Web 2.0, on s'aperçoit que il est profondément influencé par la stigmergie. Je vous remercie. J'ai essayé de tenir les délais. À 1 minute près, je crois que... Je ne vous en tiendrai pas trop rigueur, Monsieur Boutet, et je vous remercie pour votre exposé synthétique qui nous a mis en perspective donc, ces quelques années de recherche. Donc sans plus attendre, eh bien, je passe la parole à Luc Cognam, professeur ici même et donc directeur de ce travail. Bon Charles,
On va la faire courte. D'abord, je ne vais pas te poser de questions, parce que j'ai toujours considéré que quand on dirige un travail, j'ai eu le temps de te poser des questions normalement pendant tout le temps de direction du travail. Donc te les poser maintenant démontrerait mon incapacité à t'avoir accompagné tout du long. Je dois juste revenir sur 2 ou 3 points particuliers quant à ton travail. D'abord, je voudrais te remercier. Parce que je crois faire partie... Vous ce que je compte faire après en ce qui concerne l'intelligence économique. Est-ce que vous avez réfléchi à un terrain d'expérimentation, enfin vous l'évoquez quand même, vous en parlez dans la thèse, un terrain d'expérimentation en termes de... sur lequel vous pourriez justement tester la pertinence de tous les concepts que vous avez mis en avant, les prototypes que vous avez développés, dans un contexte empirique. Oui, le contexte empirique, ce sera toujours le web. Et j'ai la chance d'avoir un directeur de thèse qui fait des recherches qui sont intimement liées aux miennes. On développe des outils. Et ces outils-là, eh bien, on espère en faire quelque chose, notamment faire des constellations géantes de sites web pour être super bien référencés. C'est un exemple parmi d'autres, mais vous me demandez de l'empirique. Voilà une application empirique. C'est moi qui remercie. Merci de vos réponses. Vous pouvez plus largement, si vous le souhaitez, on a un petit peu de temps, faire des remarques plus générales sur la collaboration telle qu'elle s'est déroulée. Bon, eh bien écoutez, c'est très bien. Donc la parole revient maintenant au professeur Michel Durand-Barre. Bien. Notamment d'aborder justement les normes de l'Internet. Et j'ai pris les choses par un bout qui était un peu technique. Et je sais qu'il y a une passion, effectivement. Et donc j'ai essayé de ne pas être trop technique. J'ai essayé de ne pas être trop technique. Mais en même temps, je concevais le web comme un milieu duquel il faut connaître les limites. C'est un environnement duquel il faut connaître les limites et ça permet de circonscrire beaucoup de choses et de savoir quelles sont les questions inutiles. Enfin, un certain nombre de questions sont inutiles à se poser parce qu'on a des réponses quant à la construction de cet environnement. Il existe des choses qui sont incontournables parce que techniquement, on n'a pas le choix. Et ça me paraissait être cette approche me paraissait être un bon moyen de restreindre le champ de questionnement. Pour la deuxième question qui concerne l'aide à la prise de décision, effectivement, théoriquement, c'est le but de l'intelligence économique. Mais l'intelligence économique, c'est l'intelligence, le renseignement, c'est la gestion de l'information. Donc, effectivement, l'intelligence économique est censée aider à la prise de décision. Je crois que le questionnement sur la gestion de l'information, c'est une vraie question en soi. Il est clair que je n'ai pas abordé dans mes travaux l'aide à la prise de décision. Je pense que l'étude du cycle de l'information et de la gestion de l'information, c'est une grande part de cette discipline. Ça peut faire l'objet d'une étude sans évoquer nécessairement l'aide à la prise de décision. Merci. Ils sont relativement organisés. Deuxième point, c'est la question des outils que vous avez utilisés. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien ce travail où on appréhende, on s'approprie les outils techniques pour voir finalement ce qu'ils ont dans le ventre et dans les microprocesseurs et dans les programmes. Mais finalement, vous l'avez aussi bien noté, qu'il y a une évolution constante des systèmes techniques.
Entre le web d'il y a 15 ans ou 20 ans, le web d'aujourd'hui et le web certainement de demain, il y a constamment des solutions techniques qui apparaissent, il y a des conditions d'utilisation qui sont différentes. Aujourd'hui, bien sûr, on nous parle largement du haut débit. Qu'est-ce que ça va changer, le très haut débit? On ne sait pas très bien, mais grosso modo, ça semble être une avancée conséquente. Et j'aurais voulu savoir si justement, en fait, ce que vous avez envisagé aujourd'hui à travers l'expérimentation technique, c'est le travail d'analyse, etc. Est-ce que c'est transposable? Quels sont les invariants que vous verrez pour dans 5 ans, dans 10 ans, sachant que, vous savez comme moi, aujourd'hui, le texte est malmené. On parle aussi comme beaucoup d'images, beaucoup de sons, beaucoup de vidéos. Donc là, la question de ces outils qui vont traiter des mots, que deviennent-ils avec cette prégnance de plus importante d'autres médias liés à l'image et au son? Donc c'est en fait, voilà, comment est-ce que ce que vous avez identifié aujourd'hui, trouvé, qui semble intéressant, peut se prolonger dans un monde qui devient numériquement de plus en plus multimédia, avec des ressources qui sont de plus en plus multimédia. N'importe qui aujourd'hui, avec son téléphone portable, avec sa caméra, avec son téléphone portable, peut enregistrer des sons, des images, etc. Donc question, est-ce que vous pensez que vous avez dégagé des invariants qui pourraient être exploités dans 5 ans, 3 ans, 2 ans? Est-ce que ça va très vite? Deuxième question. La troisième question, évidemment, vous avez parlé de l'intelligence économique. À mon sens, cette intelligence, elle est mondialisée. Et la question de l'aspect mondial, c'est la question du multilinguisme. Aujourd'hui, évidemment, vous savez, récemment, on parle beaucoup de l'Iran pour le nucléaire. On pourrait parler beaucoup des biocarburants et de l'Amérique du Sud. On pourrait évidemment parler encore de la Chine et de l'économie, etc. On est dans un monde global où perdurent des spécificités en fait linguistiques. Donc dans votre travail, bon, à part avoir peut-être loupé les aspects pertinents, on ne sent pas comment ces outils ou cette approche que vous avez peut être ou bien efficace pour un environnement qui serait multilinguistique ou multiculturel. Donc j'aimerais, en termes de dernière question, que vous apportiez un éclairage sur la façon dont votre travail arrive à se jouer du multilinguisme. Voilà, je vous remercie. Donc première question, intelligence économique. Deuxième question, invariant dans les systèmes techniques que vous avez élaborés par la démarche. Et troisième, le multilinguisme. Concernant le multilinguisme, mon directeur de thèse et moi, nous avons fait des expériences. On s'est aperçu que ça marchait plutôt bien, à savoir de traduire certaines pages de son site web avec des outils de traduction automatique. Et à partir du moment où ces pages étaient traduites dans d'autres langues, on s'apercevait dans ce qu'on appelle les logs, les journaux de connexion, on s'apercevait que les moteurs de recherche par exemple Baidu, le moteur de recherche chinois, venaient consulter le site de l'Ukonium. Et donc, ça ouvrait une vitrine vers le monde chinois. Évidemment, les traducteurs ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits, certes. Ça permet de faire un petit bout du chemin. Après, logiciellement, informatiquement, il y a des recherches qui sont faites dans ce domaine. Et c'est un travail titanesque. Mais nous avons un peu expérimenté le multilinguisme parce que, notamment en référencement, en visibilité, ça a une grande importance et qu'il existe des outils automatisés qui peuvent en partie résoudre le problème, tout du moins commencer à ouvrir une porte. Concernant pourquoi le choix pourquoi est-ce que je n'ai pas pris l'optique de l'intelligence collective et que j'ai plutôt pris l'optique de la stigmergie. J'avais déjà lu des choses sur l'intelligence collective, il y avait des comparaisons notamment aux abeilles. Et lorsque j'ai lu sur la stigmergie, j'ai lu un certain Eliot qui a fait une thèse sur la stigmergie en 2007 et qui explique que, selon ses observations, les êtres humains fonctionnent comme des fourmis et que la structure du web, les hyperliens donc, fonctionnent comme les phéromones qui amènent les fourmis à se déplacer sur un parcours fixe de manière très organisée. Et ce parallèle m'a paru particulièrement parlant. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Je n'ai pas trouvé de parallèle aussi parlant
dans la littérature qui parle de l'intelligence collective. Concernant les invariants, je ne sais pas si je peux parler d'invariants. Je pense que l'information va continuer à s'accélérer, que la vitesse va augmenter, que la masse va augmenter, je ne sais pas comment. Je pense que les frontières entre le monde réel et le numérique vont devenir, les passerelles plutôt vont devenir de plus en plus nombreuses, notamment avec les objets que vous avez évoqués. Le smartphone et ce genre de dispositif permet de transmettre de l'information à plus d'occasions. Les invariants, je ne sais pas si j'en ai trouvé, mais incontestablement, le chemin que prend l'information, c'est l'instantanéité, c'est la masse, de par notamment les multiples dispositifs qui sont mis à disposition de Monsieur Tout-le-Monde pour communiquer. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, je vous remercie. Merci, monsieur. Merci à vous deux. Eh bien, un peu plus côté pragmatique de la recherche sur les stratégies des études. En fait, la France, c'est le seul pays qui utilise le terme de économique. On parle normalement de competitive intelligence. En fait, économique, c'est juste un terme lénifiant. C'est un terme lénifiant pour dire qu'on n'est pas forcément compétitif et on ne cherche pas forcément à avoir le renseignement par tous les moyens possibles et inimaginables, comme pourrait le faire la CIA qui fait de la competitive intelligence, elle. On fait en France aussi de la competitive intelligence, sauf que par diplomatie, on a choisi de l'appeler intelligence économique. Mais à la base, il s'agit bien de competitive intelligence qui a trait au renseignement, à l'information, et qui n'est pas réduite. Alors aujourd'hui, on est dans un monde, on est dans une économie mondialisée, certains parlent même d'hypercapitalisme. Donc le terme d'intelligence économique n'était pas forcément mal choisi en vertu du contexte actuel. Pour moi, typiquement, c'est un terme lénifiant qui est fait pour cacher le fait que dans cette activité, les stratégies peuvent parfois être agressives, notamment les stratégies que j'évoque qui sont utilisées par les organismes états-uniens. Je suis vraiment convaincu qu'en France, on a pris ce parti par diplomatie. Et puis parce que l'art, c'est de cacher l'art. À mon avis, c'est l'une des réponses. Et puis, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait d'enquête auprès des acteurs? Ça fait partie des stratégies. Je peux donner une réponse vraiment extensive à ce que vous me posez comme question. Vous avez peut-être pensé au départ que c'est une digression. Cette semaine, j'ai regardé une vidéo de Steve Jobs qui parlait d'une étude scientifique qu'il avait lue, les animaux qui géraient leurs calories. En fonction de leur déplacement. Et le faucon arrivant en premier et l'être humain dans les derniers. Par contre, l'être humain sur le vélo, eh bien, il dépasse le faucon. Donc, l'être humain, ses points forts, c'est de pouvoir se servir des outils. Tout au long de ma thèse, j'ai pris le parti d'avoir des méthodes agiles, de me servir d'outils ou d'en élaborer, notamment des outils d'automation. Des interrogations d'acteurs, ça aurait été chronophage dans mon cas, un cas particulier que j'évoque dans ma thèse. J'ai préféré me rabattre sur des méthodes automatiques, des méthodes qui étaient adaptées à ce que je pouvais faire. Voilà pourquoi j'ai fait ce choix, ou je n'ai pas fait le choix que vous évoquez. Alors, avec le recul, si je me pose la question suivante, quel impact du Web 2.0 sur les décisions prises dans un contexte
dans un contexte économique entre guillemets. Est-ce que vous pouvez en quelques mots du coup résumer votre thèse sur quels sont les impacts du Web 2.0 sur les décisions prises par les acteurs? Autrement dit, quelle est l'efficacité des décisions prises par le Web 2.0 pour les acteurs? Est-ce qu'on a des décisions plus efficaces avec le Web 2.0 ou pas? Ça, c'est une première entrée possible. Et ensuite, dans quel sens vont évoluer les prises de décision? Eh bien, à mon avis, en fonction des outils qu'un organisme a ou n'a pas, mais s'il les a, cet organisme peut avoir un signal. Il peut obtenir un signal. Par exemple, ces dernières semaines, on a une chaîne de supermarchés, Cora, qui a manifestement perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont essayé de licencier une caissière qui avait ramassé un ticket de caisse et qui est censément la propriété de Cora. Eh bien, le signal renvoyé par les internautes qui peuvent tous s'exprimer, le signal a été très fort. Et en ayant des outils appropriés, eh bien, cette chaîne aurait pu prendre les bonnes décisions qu'elle n'a toujours pas prises. Cette chaîne a décidé d'amener en justice cette caissière pour avoir ramassé un ticket. Si cet organisme avait disposé des outils adéquats, elle aurait pu détecter le signal qui était très fort de la part des internautes sur Facebook, sur même la page Facebook de Cora. Et une décision aurait pu être prise en conséquence. Donc je crois que le poids du Web 2.0, on peut parler déjà du poids, il faut parler du poids des gens, du poids des foules, pas des masses, des foules qui sont organisées. L'exemple que je viens de citer, on avait vraiment des foules qui étaient révoltées du fait qu'on puisse essayer de licencier une hôtesse de caisse qui est syndicaliste parce qu'elle a ramassé un ticket. Et puis on a la problématique des outils. Il y a des outils qui permettent d'avoir des visions globales, notamment l'un des outils que j'ai élaboré qui permet de visualiser les réseaux de sites web. Ça permet de se rendre compte de certaines choses, notamment si des acteurs d'un collège visible sont effectivement en collaboration sur Internet ou s'ils ne le sont pas. Je crois qu'il y a je crois qu'il y a une problématique de perception. Internet, on pourrait le considérer comme un biotope, et il faut avoir les outils qui pourraient faire office d'organes sensoriels. Internet, on pourrait dire qu'il représente une réalité sensible. Cette réalité, il faut pouvoir la percevoir. Et les outils adéquats grâce au Web 2.0 peuvent permettre de percevoir des masses de données importantes et apportent certaines solutions à la prise de décision, je pense. D'accord. Monsieur le Président, si j'ai encore le temps de faire une dernière question. Le temps vous est tout à fait donné, mon cher collègue. Donc prenez-le et tirez-le autant qu'il vous plaira. On n'est pas en retard. Une question également.